Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien et que les membres de votre communauté aussi. De mon côté, les choses s'aggravent un peu plus chaque jour. J'ai raconté une histoire qui est la mienne concernant la chambre dans laquelle j'étais entré. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui a suivi. Donc, depuis cette nuit, je ne suis plus vraiment la même personne. Les marques rouges autour de mes poignets reviennent chaque matin, comme si la corde invisible resserrait son emprise sur moi, chaque nuit. J'ai déjà tout essayé, dormir ailleurs, changer de maison et même quitter le village, mais partout où je vais, quelque chose me suit. La première fois que j'ai compris que ce n'était pas qu'un simple cauchemar, c'était 2 semaines après que j'étais entré en ville. J'étais chez moi, dans mon appartement. Je m'étais juré de ne jamais retourner dans cette vieille maison. Vers 3 heures du matin, un bruit sec m'a réveillé. La porte de ma chambre venait de se refermer toute seule. Au début, je pensais à un courant d'air, mais quand j'ai ouvert les yeux, il y avait de la poussière au sol, la même poussière que dans cette pièce interdite. Ça sentait le renfermé, l'humidité, comme si j'étais de retour dans cette chambre fermée. Et puis j'ai entendu ce souffle. Ce même souffle rauque, lourd, qui grattait l'air. Je n'étais pas seul. Quand j'ai allumé la lampe, je l'ai vue. La chaise, la même, posée dans le coin de ma chambre, alors qu'elle n'y avait jamais été. Et dessus, l'ombre, toujours assise, immobile, tournée vers moi. Mais cette fois, ses contours bougeaient, comme si quelque chose grouillait sous sa peau. J'ai voulu crier, bien évidemment, mais ma gorge s'était bloquée. La lumière a clignoté et dans ce bref moment d'obscurité, j'ai senti la corde autour de mon poignet. Elle serrait. Trop fort. Je me suis débattu dans mon lit. Je suffoquais. Quand la lumière est revenue, la chaise était vide. Mais sur mon bras, la marque était devenue bleue, noire, une couleur étrange, presque comme un hématome. Le lendemain, j'ai tout raconté à mon grand-père. Il m'a regardé longtemps, puis il m'a dit que j'avais réveillé quelque chose qui devait rester enfermé. On n'enferme pas une pièce avec des symboles pour rien. Je n'avais pas seulement ouvert une porte, mais j'avais brisé un pacte. Il m'a ordonné de ne plus jamais prononcer le nom de la maison, ni même d'y retourner. Mais il était déjà trop tard. Chaque nuit, les choses empirent. Maintenant, ce n'est plus seulement la chaise que je vois, c'est la forme, debout, au pied de mon lit, immobile. Elle ne parle pas, mais elle me regarde. Et chaque matin, quand je me réveille, la corde est encore plus serrée. Je ne dors presque plus. Je dis tout ceci avec les poignets en feu. Et j'ai peur, très peur, que la prochaine fois que je m'endormirai, je ne me réveillerai peut-être pas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on va passer à la deuxième histoire. Oui, bonjour. Bon, moi, je vous contacte du Tchad. Là, je n'ai pas vécu quelque chose qu'il faut, ou une expérience mystique qu'il faut expliquer, mais le lien que j'ai envoyé, ça se passe dans un village du Tchad, qui est à la frontière Cameroun. Donc, c'est un village qui est à, je crois qu'à moins de
moins de 3 kilomètres du Cameroun, des autres villages du Cameroun. Donc, c'est un peuple mélangé. Il y a des Tchadiens et des Camerounais qui vivent là. Alors, le monsieur que vous le voyez en blanc danser est un catéchiste. C'est un catéchiste. Il est le grand frère. Il est notre beau-frère parce qu'il est le grand frère de la femme à mon frère. Et il était décédé. Donc, la chorale était en train de chanter. Là, son cercueil est là, devant eux. Et c'est sur ce cercueil que les choristes sont en train de chanter. Les autres catéchistes vont prêcher avant qu'on amène le corps au cimetière. Parce que c'est un village, il n'y a pas de morgue. Donc, quand quelqu'un meurt au plus tard, 2 jours, on l'enterre. Alors, le drap blanc qu'il attache son rein avec, c'était le drap qu'ils ont couvert le cercueil avec. Donc, ça a été filmé avec le petit téléphone. C'était comme ça que celui qui filme était juste en train de filmer la chorale en train de chanter. Le chant se passe en Gambay, une langue la plus populaire au Tchad. Cette même langue au Cameroun, on l'appelle l'Aka. Mais c'est la même chose. Mais il y a une petite différence. C'est comme les accents qui se diffèrent de l'Aka. Parce que c'est d'abord Ngamba, la langue mère, mais l'Aka, c'est juste une branche. On peut dire comme ça. Donc, voilà, les gens sont en train de chanter, en train de danser. Et lui aussi, il danse. Il est là en train de danser. Et celui qui filme ne le voyait pas. C'est après son enterrement qu'on revient voir le film. Et puis, lui, il est là en train de danser. Et là, je le vois, il est bien en train de danser, mais dans sa vie passée, c'est un mutilé. Il marche avec des béquilles. Donc, c'est après son enterrement que on le voit apparaître dans le film en train de danser. Tout le monde est étonné, jusqu'à même sa femme a vu la vidéo. Donc, comme on dit, les morts ne sont pas morts. Je ne sais pas s'il a raté un contrôle pour être pris par la caméra ou bien il fait ça exprès, on ne sait pas. Mais après son enterrement, tout le monde voit ça. Il y a des gens qui ont peur. L'enfant qui a filmé aussi a trop peur. Il y a des fois, quand tu transfères dans un téléphone, ça ne lit pas. Dans les petits téléphones, Chorongo la sali. Mais quand dans l'Android, ça refuse de lire et tout ça, c'est comme ça que j'étais obligé de mettre sur YouTube. Donc, c'est juste ça. Rien n'est arrivé après ça et tout. Donc, juste une histoire que j'aimerais juste partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DMJ. Bonsoir la team DMJ. J'espère que vous vous portez bien. C'est la reine d'Unkumo depuis le Gabon. Je viens vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un couple. La femme, nous allons l'appeler Charlotte. Le mari, nous allons l'appeler Grégoire. Charlotte est une jeune dame, très belle. Quand elle finit l'université, elle rencontre Grégoire, son mari actuel. Et son mari, il se marie au bout de 8 mois, 1 an, non, au bout d'1 an. Le mari l'épouse, un grand mariage, comme on aime le voir au Gabon, la dot colossale. Vraiment, il y avait tout, quoi, dans ce mariage-là. Et puis, vraiment, Charlotte, vraiment vivait le conte de fées, quoi. Vraiment, un mariage de rêve, en fait. C'est comme ça qu'au bout d'1 an, Grégoire fait asseoir Charlotte et lui dit, ma chérie Charlotte, je vais maintenant t'expliquer qui je suis. Charlotte lui demande pourquoi. Il dit parce que au niveau où nous sommes arrivés, toi et moi, il faut que je t'explique. Parce que tu dois participer à ce que je dois devenir, à ce que je devrais devenir. Voilà. Alors Charlotte, il dit à Charlotte que bon, en réalité, je suis dans une société secrète.
Et là-bas, j'ai des fonctions. Et ce qui me fait avancer, je fais beaucoup de choses, ce qui me fait avancer là-bas, ce qui me maintient là-bas, c'est le sang humain. Charlotte dit pardon. Il dit, comme tu as entendu là. Et le monsieur, quand il raconte ça posément, hein, comme s'il racontait, c'est comme s'il racontait une histoire banale en fait. Et il dit à Charlotte que, sache que tu n'auras pas d'enfant. En fait, toi et moi, nous n'aurions pas d'enfant. Comment ça? Il dit, parce que chaque grossesse que tu prendras sera récupérée pour mes choses de société secrète. Vous connaissez de quoi il s'agit. On n'est pas obligé de citer les noms ici. C'est comme ça que Charlotte prend une première grossesse. Ça se solde en fausse couche. Charlotte prend 8 autres grossesses qui finissent aussi en fausse couche. Charlotte dit qu'elle se sentait déjà comme dans une espèce de prison. Elle se sentait enchaînée dans les bras, enchaînée de partout. Elle disait que sa vie n'était pas simple. C'est-à-dire que c'était pas simple qu'elle peut s'élever et partir. C'est comme si on l'interdisait même de réfléchir. Elle se sentait enchaînée même dans son esprit. C'est comme ça que, au bout d'un certain temps, Grégoire vient dire à Rachel, à Charlotte que bon, sache que tu n'auras plus d'enfants parce que tous les enfants que tu as apportés, j'ai pris dans mes choses. Donc, il faut qu'on passe, il faut qu'on fasse autre chose, il faut que tu trouves une solution. Charlotte lui dit que comment je vais trouver une solution? Grégoire lui dit, mais il faut que tu me donnes d'autres personnes. Charlotte lui dit que pardon, chérie, moi je n'ai rien à donner. Je suis fille unique. Ma mère m'a eu seule, mon père m'a eu seule. Je suis seule. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de grande soeur ni de petits frères. Ma mère aussi a déjà, mon père aussi a déjà. Personne n'est plus. Je suis seule au monde. Mes cousins sont loin. On ne se fréquente même pas. Et maintenant, Grégoire fait une proposition à Charlotte en disant, bon, je vais te créer un compte TikTok. À travers ce compte, tu vas faire certaines choses et tu vas m'attirer des jeunes filles. Des jeunes filles avant 20 ans, ou bien 20 ans ou plus. Tu vas me les emmener et puis moi, je vais seulement sortir avec elles. Charlotte dit que, oh, il dit que non, mais puisque toi, tu n'as plus rien à me donner, tu veux que je fasse quoi? Donc, c'est tout ce que tu as à faire. Je vais seulement sortir avec et je ne fais rien du tout. Bon, Charlotte s'est dit que bon, si ce n'est que ça, et si ça peut lui permettre d'être en paix, elle va faire. C'est comme ça qu'il crée un compte TikTok. Et dans ce compte, voilà, elle exhibe sa richesse, son alliance, comment c'est en diamant. Elle exhibe tout quoi, son make-up, ses mèches, ses perruques et tout. Perruques, cheveux humains. Vous connaissez, nous sommes à l'ère des perruques. Que quand les jeunes filles voient comme ça, là, que le rêve devient réalité. Et c'est comme ça qu'une jeune fille aborde Charlotte en disant que, ah, ma chérie, tout ça, moi j'aime bien ta vie, comment tu as fait pour rencontrer un tel homme et tout. Est-ce que ton mari n'a pas un petit frère que moi aussi tu peux me placer, des trucs comme ça. C'est comme ça que Charlotte invite la jeune fille chez elle. Elle dit que non, tu peux venir voir, il n'y a pas de souci, moi je ne suis pas compliquée, nanani, nanana. Et la petite fille, bon, la jeune fille, ouais, elle vient. Elles sont là, elles prennent un pot, elles mangent. Il y a le cuisinier, il y a le chauffeur, mais la fille était que ébahie. Que Seigneur, on peut vivre comme ça. Le goût de la vie comme ça, manger ce que tu veux à peine. Attends. Et c'est comme ça que sans qu'elle ne se rende compte, Charlotte a mis quelque chose dans son verre. Hein, ce qu'on appelle la drogue du V. Voilà. Elle a mis ça dans son verre. Elle s'est endormie. Comme ça que Grégoire, le mari de Charlotte, est venu soulever la jeune fille. Il a fait ce qu'il avait à faire avec elle. Il a abusé d'elle. Et il a dit à Charlotte, allez, tu la raccompagnes chez elle. Comme un vulgaire colis, quoi. Elle s'est exécutée, partie déposer la fille chez elle. Quand la fille se réveille avant, elle explique à la fille, oh non, mais tu t'es endormie, tu en as trop bu, on a bu des liqueurs et tout ça. Elle a masqué ça un genre. Et c'est comme ça que, quand elle a déposé la fille, et au bout de 2 semaines, elle a entendu que la fille a déjà. Elle était sidérée. Le mari lui a dit que c'est rien du tout. Oh, c'est rien. Et le mari lui mettait beaucoup plus de pression. Elle avait de plus en plus peur du mari. Et chaque fois que le mari était dans le besoin, elle partait. Elle attirait des jeunes filles. Donc, c'est elle qui attirait. Et le même scénario continuait. Jusqu'à ce que 15 jeunes filles ont déjà entre les mains de ce monsieur-là.
Donc, quand il abusait d'elle, il soutirait tout. Énergie, eau, chance, eau, tout ce qu'un être humain peut avoir, il soutirait. Vous voyez, vous vous rendez compte qu'au bout de 2 semaines, seulement la personne déjà. Il faut dire que c'était fort. On ne sait pas ce qu'il faisait aux filles là-bas. Et c'est comme ça au bout de la 15e personne, Charlotte dit non. Dit que non, je ne veux plus. Je n'en peux plus et je ne veux plus. Le Grégoire lui dit, mais par rapport à quoi? Il dit que non. Il dit que je ne dors même plus. Si j'ai trop dormi dans la semaine, c'est 2 jours. Le reste des jours là, elle entend des cris, elle entend des plaintes, elle entend des pleurs de ces filles-là qui ont déjà. Parce que c'est elle qui les emmenait vers Grégoire. Grégoire, je ne sais pas ce que lui faisait pour ne pas entendre, ils ont toujours leur truc. Mais c'est Charlotte qui subissait toute la pression. Charlotte a dit non. Et c'est comme ça que, comment on découvre l'histoire? On découvre l'histoire parce que Charlotte vient dans une émission, à visage caché, avec la voix masquée. Elle est habillée vraiment comme les Moudjahidines, là, cachée, enveloppée, tout ça. Et elle a vraiment masqué sa voix. Et il y avait quelqu'un qui, elle avait d'abord raconté, et la personne maintenant racontait avec sa vraie voix pour qu'on puisse comprendre, en fait. Elle mettait en garde les jeunes filles que, attention, attention, voilà 10 ans de mariage. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu un jour de paix. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand Charlotte disait maintenant que non, je n'en peux plus, le mari lui dit quoi? Le mari dit que maintenant, quand tu ne peux plus, je fais comment? Et Charlotte a signé. Hein? Elle a signé, elle dit, je ne veux plus. Vous savez ce que le mari a fait? Chaque week-end, il appelle sa confrérie d'hommes. C'est Charlotte qui est leur sandwich. On ne lui prend pas toutes les puces devant, derrière, les oreilles ou quoi. Allez, vous vous rendez compte? Alors elle est venue se confesser pour dire que, elle sent que elle n'aura plus beaucoup de jours à vivre. Parce que chaque fois qu'on lui passe à tabac par le week-end, elle sent comment ses forces diminuent. Elle sent qu'elle s'est vendue sans s'en rendre compte à Grégoire. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, non? Vous voyez, non? On ne cessera jamais de le dire. On est toujours attiré par ce qui brille. On est attiré par les jolis habits, le beau teint, les longs tissages, ou les jolis bagues, le joli vernis. On est toujours attiré par ça. Parce que quelque part, on est un peu complexé par notre état. Parce que nos parents sont pauvres. Parce que on a fait l'école, mais on n'a pas encore de poste. Et puis on voit les autres. On a envie d'être comme les autres. L'envie est bien. Mais c'est le pas. Aller maintenant vers les personnes. Aller leur dire que nous-mêmes, on se met en danger. Vous voyez? Soyons prudents. Restons dans la prière. Prions toujours. L'envie est humaine. C'est un sentiment humain. On ne peut pas empêcher. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'envier parce que parfois, on rêve, on veut quelque chose de mieux pour nous, en fait, ou pour nos enfants. Mais faisons attention aux personnes à qui nous nous adressons, aux personnes à qui nous nous confions. Mettons tout en prière, que cette envie ne devienne pas un péché pour nous. Bonne soirée à tous. Que Dieu nous garde. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir PMG, bonsoir à tous. Bonsoir à toute ta communauté. J'espère que chacun de nous se porte bien. Déjà, merci pour la création de ce concept que je développe et la page. Je tiens à préciser que encourageons-le dans son projet parce que ça nous édifie beaucoup, moi particulièrement. Donc, commentons, likons, partageons pour rendre vive cette page. Alors, mon témoignage aujourd'hui vient pour nous demander de faire attention à ce que nous tolérons et on de la personnalité, sachant dire non quand notre 6e sens nous envoie des signaux. Surtout, prions beaucoup. Parce que le dehors n'est pas ce que l'on pense. Ça, c'est mon histoire à moi personnellement. S'il te plaît, j'aimerais que tu modifies un peu la voix en envoyant ce témoignage parce que ma voix est tellement identifiable. Les gens qui me connaissent, beaucoup peuvent remonter jusqu'à moi en suivant les éléments sur la chronologie de cette histoire. Je fais la rencontre d'un monsieur en 2017 qui jusqu'à présent est mon mari. Il me fait comprendre qu'il avait un enfant, il me l'a présenté, je l'ai accepté. Par la suite, je découvre par le biais de sa belle-mère, de sa maman, ma belle-mère,
qu'il a un autre enfant un peu plus grand que celui qu'il m'avait présenté. Donc, disons là, c'est son premier enfant. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas présenté. Je n'ai jamais compris. Et plus tard, j'ai essayé de mettre les points de liaison, essayer de comprendre au vu de tout ce que j'ai eu à voir, vivre et tout et tout. Je redécouvre qu'il a un deuxième enfant par le biais de ma belle-mère. Lorsqu'elle se rend compte qu'il est déjà dans une relation, je ne sais pas qui a donné l'info. En 2018, elle vient d'abord nous, elle vient avec cet enfant, elle vient me le présenter, elle vient laisser l'enfant pour les congés de Pâques. Déjà sans me consulter, sans même consulter son fils. Lorsqu'elle part à deux, je lui demande, est-ce que maman t'a fait part que vous n'avez l'enfant? Je dis que oui, ne savait pas. Il ne savait même pas que maman venait avec l'enfant. Mais la maman avait déposé l'enfant. Ok, c'est pas grave. Peut-être elle a vu que, de mon point de vue, j'ai eu analysé que certainement elle a vu que l'enfant avait besoin de son père, peut-être l'enfant n'était pas bien limité, et puis, chose normale. L'enfant termine les congés, il rentre en 2019, pendant les grandes vacances, elle revient encore avec cet enfant. Donc elle vient, elle nous imposait à vivre avec cet enfant d'une manière subtile, sans brutalité. Donc elle crée toujours des manières. Elle revient avec cet enfant les grandes vacances qui vit avec nous jusqu'en 2022. En 2022, cette année-là même, on affecte mon mari. Et cette même année également, j'avais... Non, avant 2022, parce qu'en 2019, pendant que je vivais avec... pendant que cet enfant est arrivé, j'ai eu accouché mon premier enfant. On a vécu jusqu'en 2022. Et maintenant, lorsque on affecte mon mari en 2022, par la fin là, on l'affecte, il était question qu'il devait aménager vers son nouveau lieu d'affectation. Et moi, je devais terminer avec ma soutenance de Master 2. Du coup, je ne pouvais pas déménager avec lui au même moment. Raison pour laquelle il a déménagé. Moi, je suis resté dans la ville. Je devais poursuivre mon mémoire, le terminer, de soutenir. Et puis, le rejoindre plus tard, puisque à l'époque, je ne travaillais pas encore. C'est après ça que je vais trouver le travail. Je devais le rejoindre plus tard. Maintenant, compte tenu du fait que là où il partait, il était seul. Moi, là où je restais, j'étais également seul. Je n'ai pas terminé l'année dans la ville. Et avec les enfants qui partent à l'école, on avait peur de troubler leur année scolaire. Voilà comment, ensemble, mon mari et moi, on décide d'envoyer les enfants, tous ces enfants qui désormais étaient les miens, on décide de les envoyer chez ma mère, chez ma maman. Ils sont allés vivre là-bas. Je ne sais pas qui a donné l'information à ma belle-mère et à la maman de cet enfant que les enfants étaient chez ma mère. Parce que j'ai demandé à mon mari, il m'a dit, non, il n'a pas besoin de causer les détails de sa gestion familiale à sa mère ou à son ex. J'ai dit, ok. De toute façon, ils ont eu l'information et elle est venue prendre cet enfant de la mauvaise manière. Lorsqu'elle apprend, la mère ou l'enfant, lorsqu'elle apprend, elle décide de venir prendre l'enfant. Elle arrive, j'ai indiqué la maison, elle arrive là où ma mère dit, elle se place devant la porte, elle appelle, je vais appeler cet enfant, François. Je vais l'appeler François. Elle appelle, elle dit, François, tu es où? Sors avec des choses. L'enfant avait préalablement fait ses valises. Sors avec des choses, sans dire bonjour, ni à la personne qui regarde l'enfant, rien, de mauvaise manière. L'enfant est parti. Ah, je dis, c'est pas grave. Puisque pendant que l'enfant partait, j'étais déjà aussi enceinte de mon deuxième enfant. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas comme si on me fait le chantage pour une question d'enfant. J'ai déjà un enfant et Dieu m'a fait grâce. Je suis encore enceinte, donc ça ne me dérange pas. Je ne vais pas pleurer pour ça. C'est vrai, la séparation est souvent triste. L'enfant est parti. Et puis en 2024, pendant les vacances, on décide de mettre au projet de mariage, donc officialiser la relation. Ensemble, pendant les vacances, on décide d'aller annoncer à nos différentes familles pour un mariage prévu pour la fin de l'année 2024. Donc on prend la décision vers les vacances. Entre juin et juillet, on annonce aux différentes familles. Dès qu'on a annoncé cela à la famille, c'est là que ma belle-mère, subtilement, revient encore laisser l'enfant à la rentrée 2024. Je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que cette femme, tout le temps, d'une manière ou d'une autre,
essaie de nous imposer de vivre avec cet enfant. Je n'ai pas toujours compris. Pourtant, ce n'était pas le seul enfant qu'il avait avant les nôtres. Il y avait un autre enfant que je vous ai dit depuis le début de cet enregistrement, qu'il avait un autre enfant qui m'avait présenté, mais cet enfant vivait avec sa maman. Mais elle n'avait pas accordé aussi une grande importance à cet autre enfant, tout comme elle accorde de l'importance à cet enfant qui nous essaie de nous imposer à vivre avec lui tout le temps. Même mes propres enfants, je n'ai pas encore vu vraiment une manifestation d'un grand amour. Donc, bon, les goûts, les couleurs, les préférences, bref, chacun s'attache à la personne selon, je ne sais pas comment expliquer. De toute façon, je ne vais pas, je n'ai pas essayé d'entrer pour voir pourquoi, de peur de développer des idées qui ne vont me servir à rien. Lorsque cet enfant revient, c'est là que tout bascule. Tout bascule, les finances deviennent difficiles, euh, je loupe des accidents plusieurs fois. Il y a même d'autres que j'ai fait au point de me couper les membres. Par la grâce de Dieu, euh, je me suis remise, les membres ont cicatrisé, laissant des handicaps sur moi. Les enfants qui tombaient régulièrement malades, ça fait des malades parce que tout le temps ne passait pas comment certains enfants tombent malades. Et dans tout ça, l'enfant en question, lui, ne tombait pas malade, il était là. Et puis, comme mon papa, il est pasteur, un jour, j'étais en train de causer avec papa, j'essaie de lui expliquer toutes les incohérences que je suis en train de vivre, des trucs vraiment pas très bien. C'est là qu'il me dit, ok, on va prendre un programme de prière pour remettre d'abord ce projet de mariage entre les mains de Dieu, mais aussi ta vie, ton foyer, tes enfants, on va les mettre dans, on va prendre un programme pour les consacrer entièrement à Dieu. Chose que j'ai pas trouvé anormal, puisque de toute façon, à un moment donné de la vie, on fait toujours recours à Dieu lorsque tout devient difficile là, mais c'est à tort, parce qu'on doit toujours être reconnaissant avec Dieu. Donc, on a commencé un programme de prière. Il y a une partie que j'ai oublié de vous mentionner. J'ai pris avec ma petite soeur pour vivre avec moi, parce que j'ai travaillé déjà. J'avais des enfants en bas âge, j'avais besoin d'une grande fille qui peut rester à la maison, chauffer la nourriture, donner aux plus petits quand je ne suis pas là. Ma petite soeur vivant avec moi, maintenant avec mon fils par alliance et mes deux enfants, on est là une famille de 6. Mes deux enfants, ma petite soeur, mon fils par alliance, mon mari et moi. Ma petite soeur également, elle faisait que tomber malade. Un jour, elle souffrait d'une paralysie droite. Tout un côté était paralysé. Je dis, mais à quel âge un enfant peut faire l'AVC? On va même à l'hôpital, on ne voit rien. On nous voit faire les examens, et on nous donne souvent des trucs pour remonter, pour enlever la fatigue. On ne voit rien, surtout. C'est là que le papa a commencé un programme de prière, un programme de prière parallèle avec ma petite soeur, parce que lui et moi, on avait déjà un programme de prière. Je me posais tellement de questions, je n'avais pas de réponse, je ne savais pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un jour, dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je suis tellement bouleversé, je suis dans le trouble total, mais s'il te plaît, permets-moi de comprendre. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, permets-moi de comprendre parce que je suis dépassé. Vous vous rendez compte, en projet de mariage et en haut, on est censé tous être enthousiastes à l'idée de se marier, chose qu'on a tant voulu. Mais il y a des tensions qui n'ont pas de sens. On ne voit pas de problème, mais on ne s'entend pas. On dirait que, euh, on dirait qu'on doit refouler cette idée du mariage. Lorsque je commence le programme, je commence à prier, je prie, je prie. Sans que Dieu, dans le rêve d'abord, me montre, vous savez, une mère normale, lorsque avant de dormir, que je démontre la maison pour se rassurer, est-ce que la bouteille à gaz est fermée, est-ce que les ouvertures de la maison, les fenêtres, la porte, est-ce que tout est verrouillé, les ampoules qui doivent être allumées. Voilà comment dans le rêve, je fais le tour de la maison. J'arrive dans la chambre, comme il y a le lit en étage, j'arrive dans la chambre, il dormait en haut avec mon fils et ma fille dormait en bas avec ma petite soeur. J'arrive, je trouve ma petite soeur dort avec ma fille et puis je regarde en haut, je vois mon fils dort.
À côté de mon fils, il y a un serpent. Et le serpent fait quoi à la maison? Et sur le lit, je me lève, je ne vais pas chercher la matière. Là, je parle toujours de mon rêve. Je ne me lève pas chercher la matière pour venir tuer le serpent. Quand je trouvais que c'est mon fils par alliance qui est couché là. Donc c'est lui, je quitte, je dis non, je rentre pour ranger mon matière, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Je dis c'est moi le serpent est parti. Lorsque on quitte la maison où on était en location pour aménager là où nous avons construit, également je constate un phénomène. Le premier jour qu'on a aménagé, j'ai fini de faire la propreté. Je n'ai pas dormi. Lorsque je ne suis pas dormi, je me vois encore en train de faire la propreté à la maison. Et puis, il y avait quelque chose qui se flottait au niveau de la porte. Je pars, j'ouvre, je regarde. Je vois un serpent couché devant la porte. Je repars encore à la cuisine pour chercher la matière pour venir tuer ce serpent. Quand je viens, je trouve ce fils par alliance debout devant la porte. Je dis, tu fais quoi devant la porte? Il dit qu'il veut entrer. Il a trouvé que la porte était fermée. Je vois la porte, il entre. Je commence à me poser beaucoup de questions parce que ça devenait un peu plus répétitif au point où je commençais déjà à le suspecter. Une autre fois, j'étais à la maison, je rêve encore. Là, je parle encore des rêves. Là, je ne veux pas me rendre cela à l'évidence parce que je me dis, il ne faut pas que je me laisse emporter par des mauvaises pensées parce que ça peut être une dissimulation, ça peut être la somme des pensées négatives, ça peut être. De toute façon, ce n'est pas fondé, ce n'est pas vraiment. Je n'admets pas, je ne veux pas croire. Une fois nos rêves encore, étant à la maison, j'étais en train de préparer mes rapports. C'est là que je suis le bruit dans la chambre. C'est pas toujours du rêve. Je suis un bruit dans la chambre. J'arrive à la chambre, je vois tout le monde est couché. Ma petite soeur, ma fille, mon fils, ils sont couchés. Je vois, il est assis, il est en train de préparer dans une marmite. Il est en train de préparer, il tourne. Après, il dit, maintenant, je vais mettre le feu. En fait, lorsque j'étais placé, je regardais, lui ne me voyait pas, mais moi, je le voyais. Il dit, maintenant, je vais mettre le feu. Il prend des trucs, je ne sais même pas comment appeler ça. Des trucs bizarres, il prend, il met dans la marmite, il tourne. Il y avait un feu en bas de la marmite. Il tourne, quand il met le feu, il tourne, ça commence à bouger, ça bouge, ça bouge, ça bouge. L'odeur monte, l'odeur était piquante, comme si on fait bouillir le piment. C'était piquant. Il tourne, il tourne, il tourne. Et puis, il se transforme en une femme. Après, il se transforme en serpent. J'étais comme inerte, je n'arrivais pas à réagir. Après, je me réveille de ce rêve. En sueur, je tremblais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends toujours pas. À un moment donné, lorsque ma soeur était gravement malade, elle fait presque 2 semaines, elle ne partait pas à l'école. Maintenant, il vient à l'esprit à mon père de faire une prière du retour à l'envoyeur. Lorsque on commence au 3e jour de la prière du retour à l'envoyeur, ma soeur se relève. Elle va super bien. Et cette même journée où ma soeur se relève, la nuit, mon fils par alliance tombe gravement malade. Il crie, il pleure. Il y a quoi? Il explique exactement les mêmes phénomènes que ma petite soeur expliquait. Donc, lorsque ma petite soeur se relève, c'est mon fils par alliance qui prend la maladie. Je n'ai pas compris. J'appelle encore mon père, je ne sais pas. Ce qui est arrivé à ma petite soeur, voilà ce qui est arrivé à mon fils par alliance. Naïvement, je ne savais pas qu'il était en train de payer le retour à l'heure. Parce qu'en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est lui qui était à l'origine de cela. Il est en train. Voilà comment, comme Dieu est ce qu'il est, il ne fait pas les choses comme les hommes. En priant également pour lui, il a eu la guérison. C'est parti. Peu de temps plus tard, c'est mon fils qui commence avec le même phénomène. Après mon fils, c'est ma fille qui commence à faire le même phénomène. Au point où j'ai rêvé que ma fille m'aurait dit, ma fille meurt. Il y a quoi? Je dis, Seigneur, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je ne suis jamais parti entrer dans ce secteur où quelqu'un a le droit de venir me retirer mon enfant. Consciencieusement et inconsciencieusement, je n'ai pas encore eu à faire ce truc. Et si jamais il y a quelque chose, il y a un acharnement contre ma progéniture, je t'en prie, préserve, protège ma progéniture. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un et je ne me suis jamais levé pour aller entrer dans des trucs qui vont en partie à ma famille au jour d'aujourd'hui. Je fais cette prière. Ma fille allait bien et un jour elle tombe malade. Lorsque beaucoup de phénomènes ne faisaient que
se suivre, s'enchaîner. Un jour, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de tirer cette histoire au clair parce que je me fatigue déjà. On parle là seulement d'un vécu de 3 mois, hein, de l'arrivée de cet enfant, donc le deuxième arrivée de cet enfant pendant la rentrée et la période avant le mariage qui était prévue en fin d'année. On parle d'un truc de 3 mois que j'ai vécu tout ce calvaire-là. Lorsque le mariage est fini, je dis que, ok, maintenant le mariage est fini. Il y a des sujets que je peux aborder avec mon mari parce qu'il n'était pas très présent à la maison, il était très occupé à chercher l'argent. Marie, c'était dur. Dieu a fait grâce, on s'est marié. Je lui ai dit que, s'il te plaît, j'aimerais que l'an prochain, que cet enfant retourne chez sa maman. Je ne t'empêche pas de prendre soin de lui. Déjà, même l'autre, tu prends soin de lui. Celui-ci également, prends soin de lui, mais j'aimerais de grâce qu'il reste avec sa maman. Ou alors, peu importe là où il restera, prends soin de lui, mais je ne veux plus qu'il reste avec moi. Lorsque je prends la décision de lui faire part de ça, j'évalue les risques que tout ceci peut en pâtir. J'aime pas son enfant, je fais la discrimination, je fais la différence, je ne l'accepte pas parce qu'il est pas mon enfant. Je dis que non, c'est pas que je ne l'accepte pas. J'ai vécu avec lui depuis la dernière fois, quand il était d'abord venu, on a vécu ensemble de 2019 à 2022. Mais là, cette venue, elle est différente des anciennes venues, je t'assure. C'est mon sentiment de femme. J'ai beaucoup réfléchi et tout et tout. Il y a beaucoup de choses que je sais que je ne crois pas aux choses des rêves, mais cet enfant, je l'ai vu beaucoup dans mes rêves et il n'y a rien qui aille. Finalement, il m'a compris. Lorsque l'enfant là prend ses pieds pour partir, après lui, mon fils tombe gravement malade. Je précise là que mon fils n'a que 5 ans. Il tombe gravement malade. Lorsqu'il tombe malade, et je ne pouvais pas me déplacer parce que venant de commencer le travail, je n'ai pas encore demandé de permission pour me déplacer, pour aller laisser mes enfants chez mes parents. Parce que notre ville est très retirée de la ville où mes parents sont. C'est là que j'appelle mon papa. Je dis, papa, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Des choses qu'on peut apposer au téléphone. Quand mon papa vient, on commence, je lui explique beaucoup de choses. Il a dit, ok, je ne peux pas durer ici. Tu sais que je, je suis l'église, je suis cette famille, je dois prendre soin de ma famille, des petits frères, de ta femme, de nos plantations et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à prier. Pendant qu'on priait pour mon fils, parce que lorsqu'il tombe malade, on parlait de on ne voit rien. On fait des examens, il était faible, faible, faible. Au point où, moi, connaissant mon fils très turbulent, qui devenait de plus en plus faible. Il y avait la dernière pensée qui me disait toujours que l'enfant, c'est pour mourir comme des blagues. L'enfant, c'est pour mourir comme des blagues. Quand mon père arrive, on commence à prier. On prie. C'est là que mon fils, en priant sur mon fils, il change de voix. Il commence à parler. Quand il parle avec la voix de mon fils par alliance qui est parti là. Il parle avec sa voix. Il parle des choses. Tellement il parle, lorsqu'il parle, il aime bien faire des enregistrements, mais je ne peux pas envoyer ces enregistrements. J'ai juste gardé ça au cas où peut-être mon mari voudrait le faire revenir encore. On ne sait jamais comment ma belle-mère pourra encore m'alimenter. J'ai gardé ça pour lui montrer, pour me servir de ça comme argument. Si jamais je peux le faire revenir, je lui montrer ça et puis je dirais, je ne peux pas accepter que cet enfant mettre ses pieds chez moi. L'enfant parle, il commence à parler dans un état de conscience. Vous savez, un enfant de 5 ans ne peut pas simuler tout un film pour commencer à parler. Si c'était peut-être une grande personne, tu comprends que non, il veut faire des choses pour montrer que l'autre s'aimerait. Il commence à parler, il parle avec la voix de mon fils par alliance. Parce que mon fils par alliance, il a été déjà une voix grave, voix de la puberté parce qu'il parle en seconde. Il parle avec la voix de mon fils par alliance. Il commence à parler. Il dit que l'accident que j'avais fait où j'ai coupé un membre de mon corps, c'était lui qui est à l'origine de ça. Parce que je ne dois pas épouser son père. Je ne dois pas épouser son père. C'est sa mère qui doit épouser son père. Je dis que, ok, ton père, je ne dois pas l'épouser. Mon père commence donc à l'interroger. Donc, ça fait une communication, je dis, spirituelle. Il lui pose des questions, il répond. Et je dis que, pourquoi tu fais du mal
à ma progéniture. Il fait mention là de moi, sa fille, et de ses petits-fils qui sont mes enfants. Pourquoi tu veux du mal à ma progéniture? Et je dis que ce n'est pas moi, je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. On m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Et donne le nom intégral. Je tiens déjà à préciser ici là que mon fils déjà ne connaît pas tout mon nom, tel qu'il est écrit sur la naissance. Il connaît mon prénom, il sait que je suis maman, il connaît mon prénom. Son père également, il connaît le nom de son père, mais il ne connaît pas tout mon nom. Mais dans son état d'inconscience, il était en train, où les esprits étaient en train de parler dans son corps, il cite et dit, il a le nom de ma belle-mère dans son entièreté, tel que c'est écrit dans son naissance, et donc tout son nom. Il dit que c'est elle qui m'envoie pour venir te séparer de son fils parce que je ne dois pas épouser son fils. Pourquoi ne pas épouser son fils? Je veux parce qu'elle m'empêche de manipuler mon fils comme je veux. Voilà les choses qui sortent de la bouche de mon fils en son état d'inconscience au cours de la délivrance, parce qu'apparemment il était déjà possédé. Possédé par mon fils par alliance, ma belle-mère, l'oncle de mon mari, celui qui est resté comme le représentant de son papa, parce que son papa est déjà mort, celui qui est resté comme le représentant de son papa. Au fur et à mesure qu'il parlait, il changeait de voix. Il parle avec la voix de ma belle-mère, il se présente, il parle avec la voix de mon beau-père, il se présente, en moi les noms intégraux. Je précise, mon fils n'a pas l'âge de quelqu'un de 5 ans, je lui dis qu'il est 5 ans. Il parle, il commence à dévoiler les choses qu'il a fait. Il dit que la paralysie dont ma petite sœur a souffert, c'est lui qui est à l'origine de ça. Les accidents que j'ai vus, il est à l'origine de ça. Il dit même qu'il a pris les garnitures de ma petite sœur et parti enterrer ça dans une poubelle. Il dit qu'il prenait mon fils pour l'amener à la sorcellerie. Je dis comment? Il dit que les rêves que je voyais sur mon fils, comme on veut, il prenait mon fils pour dormir avec lui, quand son père n'est pas là. Je veux mon fils manger. Je vois mon fils dort, il marche, il parle. Il dit, je ne peux pas manger ça, ce n'est pas bon. T'es cru que je voyais mon fils faire. Il dit que moi je voyais que ça s'est passé, moi qui lui donnais la nourriture. Il parle des choses, Au point où mon père commence il continue à prier, il prie. Il dit que non, ne me laissez pas, je demande pardon. Il commence à demander pardon. Il dit qu'il ne va plus jamais revenir dans nos vies. Il parle définitivement, il ne va plus jamais revenir dans nos vies. Il dit que tellement il a parlé des choses, je suis resté, j'étais stupéfaite, j'étais dépassée de la famille dans laquelle je suis entrée. Faisons attention, parce que même aimer devient risqué. Tu te lèves, tu tombes amoureux d'un homme, vous vivez bien, mais parfois tu trouves ce homme, il est dans. On entre dans des familles qui ont des sorcelleries héréditaires. C'est tellement compliqué. Demandons l'esprit du discernement à Dieu sur le choix de nos partenaires. Parce que je vous assure que un mauvais choix de partenaire peut mener votre vie en ruine. Jusqu'à dire qu'il a touché mes finances. Il a touché mes finances, que j'étais revenu avec mon salaire et je lui ai donné l'argent de venir. Il a utilisé cet argent de venir pour aller, je sais pas quoi, pour aller appuyer. Il a mis ça en bas du lit, qui est à côté du foyer, parce qu'il y a au village, dans ma famille, au village, un lit à côté du feu. Il est parti mettre mon argent là-bas. Mais comment? Je viens juste à peine de commencer le travail. Depuis que j'ai commencé, je vais avec mon. Tu n'as même pas, tu ne veux pas partir au village pour dire que tu es parti. Donc, vous comprenez que ce sont des choses spirituelles. Finalement, lorsque cela, la guérison finit avec mon fils, il est revenu en santé. On a remis son naissance complètement dans la main de Dieu. Et puis, un jour, il revient dans le rêve. Il me dit, parce que vivant avec moi, il m'appelait déjà maman. Mon fils parlait, il m'appelait maman. Il revient dans le rêve, il me dit, je demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je demande pardon. Et je continue à me demander pardon parce que la personne avec qui j'ai pu faire du mal, c'est ton père. Il dit que non, ce n'est même pas mon père. Ce n'est pas mon père. Ma grand-mère m'a venu vivre avec vous parce que ma grand-mère ne t'aime pas. Et ce n'est pas mon père. Lorsqu'il a dit ça, moi ne croyant pas trop au truc spirituel, j'ai dit, ça, je vais le vérifier. C'est comme ça que je crois
l'initiative de courir ce risque. Lorsque mon mari et moi on effectué un voyage de week-end, nous sommes allés chez ma belle-mère, l'enfant en question, il était là-bas. J'ai fait faire des prélèvements sans qu'il ne sache ce que je veux faire. J'ai amené les échantillons dans le laboratoire, ici à Douala, avec ceux de mon mari. On a fait 6 semaines plus tard, lorsque les résultats arrivent, imaginez ma grande surprise, ce n'est réellement pas son enfant. Vous voyez, il vient m'avouer dans le rêve qu'il n'est pas son enfant. Je dis, comment? Entre temps, ma belle-mère le sait, elle le savait. Vous voyez comment l'être humain est tellement méchant. Je sais comment une mère peut arriver à faire du mal à son propre enfant. J'aurais dû perdre mes enfants. Heureusement que Dieu est avec moi. L'être humain est tellement méchant, je vous assure. Faisons confiance, mais soyons méfiants avec les gens. Demandons le discernement à Dieu. Prions beaucoup et suivons notre sixième sens qui vient toujours nous donner des signaux. Parce que si j'avais suivi, mon sixième sens me disait toujours que c'est bizarre ce fait que ma belle-mère veut toujours nous imposer de vivre avec cet enfant. Si j'avais suivi ce sixième sens depuis 2017, je n'aurais pas dû vivre tout ce calvaire que j'ai vécu. Je n'aurais pas dû vivre tout ce calvaire que j'ai vécu. Et par la suite, la série je suis le 14, c'est que après la délivrance de mon fils, et le retour à l'expéditeur, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce que je peux dire de ça. J'ai perdu ma belle-mère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la grande famille DMG. Déjà, je tiens à vous féliciter pour votre excellent travail parce que vous faites un très grand travail. Et là, je suis là pour vous raconter une histoire qu'a vécu mon petit ami dans la ville de Bolova. C'était en 2023. Mon copain était étudiant à l'université Next de Bolova. Déjà, il a fini ses études. Bon, pas qu'il a fini ses études, il a arrêté. Il a eu sa licence, donc il a arrêté. Comme la vie n'était pas facile et tout, il fallait qu'il cherche l'argent pour pouvoir nous trouver de quoi manger. Et il partait souvent prendre une moto chez un cousin, chez l'un de ses cousins éloignés. Question de chercher un peu les pièces, quoi. Un jour maintenant, avant cela, lui et moi, on n'habitait pas totalement dans la même maison. Donc, parfois, il venait chez moi et moi aussi, je partais chez lui. Un soir maintenant, il est parti. Il est parti travailler. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il est parti travailler, faire la moto. Il est sorti. Déjà que c'était quelqu'un qui ne restait pas trop dehors. Genre, quand il part, il sort le matin, au plus tard 22h, il rentre. S'il ne vient pas chez moi, il m'appelle, il me dit que, bon, là, je suis déjà à la maison. Je dis, ok. Et là, il est rentré. Il est parti, autant pour moi, il est sorti. Il est parti. Moi, j'étais là, j'avais mon téléphone. Je regardais l'heure, croyant que, bon, il va m'écrire, il va me faire signe. Là, rien. C'est là où je vois 21h, 22h du kéké. Le type, s'il ne rentre pas, je reste aussi tranquille. Comme ça que je m'endors. Je me réveille le matin, je dis, il regarde mon téléphone, je dis que merde. Dans le père, il n'a pas appelé. C'est comment? Ou bien il a trouvé son compte en soirée, ils sont partis et tout. Bon, je m'imaginais un peu les choses en fait. C'est là où, le matin, je me suis levée, j'ai un peu fait le ménage chez moi et tout. C'est là où vers les 10h, 11h, comme je connaissais déjà le ronflement de sa moto, c'est là où j'entends comment une moto est en train de venir. Et vient. Il se place maintenant, il me dit, viens m'embrasser. Je dis que merde.
Je viens t'embrasser, je sais que tu as dormi ou je sais que tu as dormi avec qui. Il dit que viens m'embrasser. Il dit que je ne viens pas. Je faisais aussi genre les petits caprices et tout. C'est là où il me dit viens m'embrasser. Il était placé là, genre il faisait pitié. Il a commencé à couler les larmes. Il a commencé à pleurer. C'est là où je dis que merde, l'histoire-ci n'est pas simple. Je pars maintenant, je lui tiens par la main. Je lui dis, assieds-toi et dis-moi ce qui ne va pas. Il me dit que remercie Dieu que je sois encore là aujourd'hui en train de te parler. Il dit, il y a eu quoi? Il me dit hier soir, quand je suis sortie, déjà que le travail n'était pas facile, mais je forçais quand même. J'avais à travailler à peu près 3000. C'était là dans ma poche. Et je rentrais même derrière, vers les 20 Vers les 20 là, je rentrais derrière. J'étais au niveau de Mekalat, au carrefour Mekalat. Mais maintenant, je descendais. Quand je descendais comme ça, au niveau de Bengo Hotel là, j'ai vu un jeune couple. Oui, un jeune couple qui sortait de l'hôtel. Et la femme a stoppé juste la moto qui était derrière moi et c'est l'homme qui m'a stoppé. C'est là où je m'arrête. La femme a pris la moto, elle est partie avec le motoman. Là où moi je m'arrête, il me dit que merde, je n'avais jamais vu un gars aussi mignon. C'est vrai que bon, je n'ai pas l'habitude d'apprécier les hommes, mais l'homme là était vraiment mignon. Il était beau. Il était bien habillé. Genre, moi j'ai seulement dit à Dieu que nous sommes venus accompagner les autres sur terre. Parce que quand je regarde, j'ai même dit que si tu vois le type là, peut-être tu vas me barrer sur le champ. Il a dit que merde. Il lui a dit que raconte-moi ce que tu as me dit. Il dit que merde. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau, élégant, mignon. C'est là où il dit au client, que je l'appelle le client, il dit au client que tu payes combien? Il dit que mon petit, je te donne 300, laisse-moi à Inongal. C'est là où je lui dis non grand, 300 c'est petit, c'est 20 heures, donnez-moi au moins 500. Donnez-moi 500 avec tout ce que je vois sur vous là, donnez-moi 500 grands. Il dit que pardon mon petit, je dois y rentrer. J'ai 300. C'est comme ça que mon copain lui dit que copain lui demande que est-ce que les croissants que tu dis là, j'espère que c'est en pièces, sinon moi je n'ai pas de monnaie. Il dit à mon copain que j'ai les pièces. J'ai les pièces, monte. Mon copain dit ok, monte alors, on part. Comme ça qu'ils montent aussi DMG. Ils étaient aussi là derrière, en train de taper les commentaires. Vous connaissez les hommes. Comme ça qu'ils me racontent. Il dit qu'on arrive maintenant. Ils arrivent maintenant au niveau de Inonga. C'est là où le monsieur lui dit, amène-moi, je ne sais pas, pour ceux qui maîtrisent trop l'hôpital d'Inonga. Il y a souvent l'entrée côté, je ne sais pas si c'est côté gauche. Il y a l'entrée là-bas dans le noir là. Il y a souvent soit les maisons là-bas derrière, je ne sais pas trop. C'est là où le monsieur lui dit, amène-moi de ce côté. C'est là où mon copain dit que non, je ne peux pas t'amener là-bas, je vais te laisser ici comme il y a un peu les lumières en route. Il dit donc à mon copain que ok, comme il y a des lumières ici là, descendons juste un peu. Il faut savoir ici que le monsieur est un revenant, s'il vous plaît. J'ai oublié de préciser que c'était un revenant qui l'a porté. Il dit donc, descendons avec la moto. C'est comme ça qu'ils descendent maintenant avec la moto. Il éteint maintenant la moto. Ils étaient là, sous la lumière. C'est là où il dit donc au monsieur que donnez-moi alors les 300 que vous avez dit. Le monsieur a donc mis la main dans la poche. Il met la main dans la poche. En mettant la main dans la poche, il dit à mon copain
Mon petit, il dit, oui, grand. Est-ce que tu sais même où j'habite? Il dit que non, grand, vous habitiez où? Il dit que j'habite là-bas derrière. Mon copain aussi naïf et tout. Il dit que derrière où? Et c'est derrière là-bas qu'il y a la morgue des Nongans. Il dit que j'habite là-bas derrière. Mon copain lui demande derrière où? Il dit à la morgue. Là où tu me vois là, j'habite à la morgue. Comme ça que mon copain eut donc la peur de sa vie. Une chair de poule énorme. Lui, dans sa tête, il ne croyait pas. Il pensait genre ce que les gars font souvent ici là dehors, genre quand ils ne veulent pas payer la moto et tout. Quand mon copain soulève dans son visage pour regarder le monsieur s'est transformé déjà. DMJ. Le monsieur s'est transformé déjà totalement. C'est là où mon copain dit, Seigneur, il avait à donner les croissants. Il avait déjà mis, mon copain avait mis les croissants dans la poche. Il dit, Seigneur, après le monsieur dit, ne prononce pas ce nom. Ne prononce pas ce nom. Il s'approchait déjà vers mon copain. Il s'approchait déjà, c'est là où mon copain lui a donc donné un coup sur la côte. Bim! Il a donné un coup. Le monsieur a commencé à crier. Aïe! Il a couru. Il partait déjà en direction vers la morgue là-bas derrière. Il courait. C'est là où mon copain a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il s'est levé. Il était placé là. Il dit qu'il a commencé à crier comme un fou. Il a commencé à prier à haute intelligible voix. Il a commencé à prier. C'est là où il prend maintenant sa moto. Quand il veut démarrer la moto ne se démarre pas. Et il n'y avait personne là. J'espère que vous maîtrisez bien cet endroit. C'est au village. C'est un petit village. Déjà à 18h, tout le monde dort même déjà. Mon copain a commencé à pousser la moto. Sortir pour pousser la moto pour sortir en route. Il a commencé à pousser la moto. Il a mis la moto en route. Il a réussi. Il est descendu. Il a commencé à prier en route. Prier, crier comme un fou. J'ai dit que crier comme un fou. Après maintenant, il a commencé à démarrer la moto. La moto a dit que non, ici la gnaque. Il a démarré la moto, rien. C'est là où il dit que non, ici il y a quand même la colline en bas là. Il monte. Il descendait déjà. Quand il descendait déjà comme ça, il entendait comment les gens tiraient sa moto derrière. Genre tiraient. Donc, tu sens que les gens tirent la moto derrière. On balance la moto. Il part là-bas. On part là-bas. Il tire comme lui aussi. C'était un homme de caractère. Il maintenait. Les gens il balançait la moto comme ça, là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est après qu'il me dit que il a commencé à prier. Il a dit que il a commencé à parler. Il ne priait même plus. Il parlait déjà. Il parlait maintenant. Et là où il a commencé à parler, il a dit que si c'est ton argent que tu m'as donné, que tu veux, prends ça. Donc, et les 3000 qu'il avait travaillé, et les 300 que le monsieur avait donné, il a pris, il a tout pris, il a jeté en brousse. Il a dit, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas parenté avec vous, je ne vous connais pas, je voulais seulement vous aider. Il a commencé à parler, DMG. C'est là où il démarre encore la moto se démarre. Il a roulé, quand il arrive du côté d'Odingla, tout allait déjà un peu parce qu'il avait une peur énorme. C'est là où il est parti directement chez lui. Il est parti maintenant. Maintenant, la nuit, quand il dormait, la main qu'il a frappé le revenant là, la main la chauffait déjà à l'intérieur. La main la chauffait. La main la maigrissait même déjà que... Mais quand j'ai regardé, quand il lui a dit qu'il enlève un peu le blouson qu'il a enlevé, quand il lui regardait bien comme ça là, il n'était plus le même, je vous jure. Qui devenait blanc comme ça là, que quelqu'un devient blanc que la personne que tu connaissais bien hier là.
aujourd'hui, il devenait déjà blanc. C'est là où il lui a dit que, comme il est encore sorti pour aller travailler, il lui a dit qu'aujourd'hui, non, tu n'as pas travailler. C'est comme ça que nous sommes partis vers Oyenga là-bas, derrière la communication. Pas derrière la communication, bon, juste dans le secteur là. Il y a un évêque qui soigne là-bas. Il est évêque de l'église catholique orthodoxe. Donc nous sommes partis là-bas. Il a tout expliqué à l'évêque, tout expliqué. C'est là où l'évêque lui dit, mon fils, tu as beaucoup de la chance. Tu as beaucoup de la chance. Sinon, comme tu partais avec lui là, le lendemain là, on devait seulement te trouver mort, la moto couchée. Peut-être les gens qui passaient allaient seulement prendre la moto. Donc son but était de te finir, de te tuer. C'est là où il a commencé à le traiter. Donc le traitement là a duré. Ça a duré. Genre, il changeait déjà du jour au lendemain, comme quelqu'un qui allait mourir. Je sais vraiment pas. Et gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a retrouvé la guérison. Donc, c'était un peu mon histoire que je voulais vous raconter. Donc, avis au motoman là, quand vous voyez que un client vous propose, pas que vous propose, à une certaine heure, dans un quartier un peu bizarre là, pardon, refusez. Donc, même s'il vous propose quoi, même s'il vous propose même combien, genre, quand ça ne donne pas là, refusez. Réfléchissez 2 fois avant de répondre. Je vous remercie, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Oui, bonjour. Moi, j'ai une histoire là à raconter. J'étais l'année passée, le mois de novembre, j'étais au Brésil, dans la ville de Serra. C'est une ville qui se trouve dans l'état de Espírito Santo. C'est là que c'était déjà vers les 23 heures que j'ai convaincu une fille qui était venue à l'hôtel. Elle était assise parce qu'il y a un espace comme le bar, comme ça, que les gens s'assoient partout avec les chaises, ceux qui peuvent commander à manger et tout. Elle était assise là et je lui ai convaincu d'aller dormir avec moi. C'est une fille noire. Entre-temps, je n'avais pas une connaissance réelle en langue. J'avais des difficultés à parler le portugais. Et quand on partait, on était dans la chambre. Elle a commencé par parler avec moi en français. Il était tellement étonné. J'ai dit, mais comment tu comprends le français? Comment? Moi, je sais que tu ne parles pas le français. Tu es brésilienne, non? Je dis, oui, elle est brésilienne, mais elle a beaucoup voyagé. C'est comme ça qu'elle comprend le français. Donc, j'ai dit, d'accord. J'ai fermé la porte. J'ai caché la clé. J'ai caché la clé. Et on est en train de causer. Elle est assise sur le canapé. Moi, j'étais assis sur le lit. On est en train de causer. Je lui ai fait comprendre que bon, moi, j'ai pas assez d'argent. Et on n'a pas parlé du prix parce que tu vas pas dormir ici. Et puis, le matin, me compliquer que non, il faut que ce soit telle somme. Elle dit non. Je laisse d'abord, histoire de prix, là, je laisse, elle va venir. J'ai dit, mais tu veux sortir? Elle dit non, elle veut sortir, elle va revenir. J'ai dit pourquoi? Elle dit non. Là, on parlait tout en français. Elle dit non, elle a soif, elle va le prendre de l'eau à boire. C'était un jeudi. J'ai dit, mais tu vas prendre de l'eau comment? Il y a l'eau dans le frigo, il y a à boire et tout. Comment tu vas? À moins que si c'est une boisson que tu veux, on appelle
ils vont venir avec. Tu peux mieux parler aux gens au téléphone, les gens de la réception, tu peux les parler au téléphone parce que tu parles bien le portugais. Elle dit non, l'eau qu'elle veut là, c'est l'eau qu'elle veut, mais c'est pas l'eau que je vois là. J'ai insisté pour qu'elle ne bouge pas. Je l'ai même touché. J'ai dit non, ne bouge pas. Je le tire, je dis reste là. Elle était debout, elle voulait partir. Tu restes là, assois-toi. Tu vas partir seulement le matin. C'est pas bon que tu viennes ici, tu ressors. Et je vois pas la raison. Voilà l'eau et tout et tout. Et tu es la seule personne qui me parle le français ici. C'est une bonne chose pour que on va se tenir compagnie. Chaque fois, on va se rencontrer. Ça va m'arranger. Pourquoi encore tu viens, tu crées autre argument pour partir? Quand on est en train de discuter, elle a disparu. Elle a disparu. La porte là était fermée. C'est moi qui avais fermé la porte là. J'ai caché la clé parce que je ne sais pas une nouvelle personne qui va passer la nuit avec moi. Peut-être que j'essaie de fuir, s'en aller, je ne sais pas. C'était à cause de ça que je me suis méfié. J'ai caché la clé. Elle a disparu. J'avais peur, mais comme j'ai pris un peu le whisky, ça m'a donné le faux courage là. J'ai dit bon, tu n'as qu'à partir. C'est pas grave. Donc j'ai ouvert la porte et j'étais parti appeler et rencontrer les gens de l'autre de la réception là pour leur dire que voilà ce qui s'est arrivé. Et ils sont venus avec moi dans la chambre. On a fouillé, est-ce qu'il n'a pas pris mon argent, est-ce qu'elle n'a pas ramassé mes téléphones et tout et tout. Elle n'a rien pris. C'était un jeudi, elle n'a rien pris. Donc, il y a un qui dit qu'il y a des fantômes qui ont l'habitude de venir au bar là. Ils viennent, ils ont souvent l'habitude de venir. Donc, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui était mort, qui n'a pas encore quitté son corps vital, qui est en train de tourner dans des hôtels, des bars, on ne sait pas. Donc, j'ai dit, bon, allez-y, continuez votre travail. Votre travail, moi, je vais dormir. Si elle veut, elle revient. Comme j'ai pris le whisky là, j'étais un peu courageux. Le faux courage là, j'ai dit, allez seulement. C'est le matin que je me suis réveillé. J'ai réfléchi sur ça. J'ai pensé que peut-être il y aura des répercussions et tout, mais il n'y a rien. Et j'ai pas aussi couché avec elle et tout ça. Donc, c'était comme ça que c'était arrivé. Donc, c'est pas bon de passer la nuit avec une fille que tu ne la connais pas. Au moins, il faut la fréquenter plusieurs fois pour connaître un peu qui elle est. Ou bien être un peu habitué, sinon tu risques de prendre le diable à l'amener. Ou bien quelqu'un qui est mort. Donc, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas raconté. C'est directement l'expérience personnelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.